Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée de lutte contre le paludisme. Principale cause de décès sous les tropiques, la maladie n'a toujours pas de vaccin malgré de multiples efforts de recherche. Au Burkina, le paludisme fait partie des maladies sous surveillance pour mieux contrôler son évolution. Le Venezuela est-il un pays de crise et installé dans une période d'instabilité et de violence? Enfin, au moins 24 personnes ont péri dans les affrontements entre manifestants et policiers. Les journées de contestation du pouvoir de Nicolas Maduro devront se poursuivre de plus belle. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée de lutte contre le paludisme. Au Burkina, cette maladie fait partie des pathologies sous surveillance pour mieux contrôler son évolution. Le palu est aussi l'une des premières causes de consultation chez nous. À Ouagadougou, à l'hôpital du district de Bogodougou, 452 cas de palu ont été enregistrés de janvier à ce jour, dont un décès. Selon les responsables de l'hôpital, il y a une baisse du taux de mortalité au regard de ces chiffres. Reportage Roger Kam, Maïmouna Traoré. Le paludisme est l'une des premières causes de consultation au Burkina Faso et l'hôpital du district de Bordeaux ne fait pas exception. Sur le trimestre, nous avons pu enregistrer 255 cas de paludisme grave, dont un décès. Nous avions notifié 154 cas de paludisme simple au cours du trimestre. Pour la semaine d'hier, nous étions à 29 cas de palu grave contre 0 décès. Le paludisme simple, nous étions à 14 contre 0 décès. Des chiffres qui font dire qu'il y a de plus en plus une baisse de la mortalité due au paludisme. Comme il y a la gratuité des soins actuellement, les parents n'attendent plus les derniers moments pour venir en consultation avec leurs enfants. Dès qu'ils constatent le corps qui chauffe, quelques signes accompagnés, direction service de santé. La prise en charge étant gratuite pour les enfants de 0 à 5 ans et chez les femmes enceintes. Malgré tout, il demeure un problème de santé publique qui touche plus les enfants. Il y a deux types de paludisme et la prise en charge est spécifique à chaque cas. Un palu est simple lorsque on a une fièvre autour de 38,5 ou un antécédent de fièvre dans les 72 heures passées, plus un TDR positif ou une goutte épaisse positive. Et on parle de paludisme grave lorsqu'il y a des signes de gravité. Et les signes de gravité, c'est le vomissement incoercible, une prostration, il y a l'hyperparasitémie, par exemple, une anémie qu'on peut citer entre autres. Soit on a un paludisme simple et on le traite à base de combinaison d'artémisinine, ou on a un paludisme grave et on part sur la base d'artesunate injectable et d'artéméter injectable ou la quinine. À ce jour, au Burkina, je n'ai pas de notion, je peux me tromper, mais je n'ai pas de notion sur une résistance quelconque aux antipalus. Selon le chef de service des urgences de l'hôpital de district de Bogodougou, le Burkina Faso est engagé dans une dynamique d'éradication du paludisme. L'espoir est permis, mais la lutte doit être collective. Il faut éliminer les eaux stagnantes, source de prolifération des moustiques, vecteurs de la maladie. La population est invitée à dormir sous des moustiquaires imprégnés et à se rendre le plus tôt possible dans un centre de santé. Mobilisation des militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de Bobo-Dioulasso dimanche dernier. La rencontre s'est penchée sur le renouveau de l'ancien parti majoritaire en explorant la stratégie appropriée pour atteindre cet objectif. Le point de discussion avec Drissa Traoré et Kadou Romenki. La jeunesse militante du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, veut revoir son rôle et sa place dans le renouveau du parti. Venus des différents départements et arrondissements de SIA, ils vont mûrir la réflexion autour de leur participation et de la stratégie à mettre en œuvre pour redynamiser le parti. Nous avons fait aujourd'hui une assemblée générale pour galvaniser les troupes, redonner un peu lecture de nos fondements, donner encore lecture de la reprise totale
comme on appelle, du renouvellement de ces structures, échanger avec les jeunes, avoir un peu également leur opinion et voir comment nous pouvons nous organiser pour les échéances futures. Cette rencontre de Bobo marque le début d'une série de tournées d'échanges et d'informations au profit des différentes structures du CDP à travers tout le Burkina. L'objectif reste le même, trouver les voies et moyens pour repositionner le parti en bonne place sur l'échiquier politique burkinabé. La stratégie nationale de promotion des exportations SNE, après 6 années de mise en œuvre, a besoin d'être dynamisée pour répondre aux enjeux actuels. Voilà donc pourquoi il y a eu une rencontre d'installation de groupes de travail dans le cadre donc de la mise en place de la nouvelle SNE par l'APEX à Ouagadougou. Reportage donc sur ce sujet. Elle avait entre autres pour objectif l'amélioration des performances du dispositif institutionnel et l'augmentation quantitative et qualitative des produits à l'exportation. 6 années après la mise en œuvre de la stratégie nationale des exportations SNE, l'on note une non prise en compte de certaines filières porteuses telles l'artisanat. Pour y remédier, l'Agence pour la promotion des exportations APEX et le ministère en charge du commerce se donnent la main en vue d'un toilettage des textes. Ces insuffisances se situent essentiellement au niveau donc de l'absence d'un plan d'action qui effectivement donc n'avait pas été intégré donc dans la précédente SNE. Avec l'évolution, il est apparu nécessaire effectivement donc de procéder à la relecture donc de cette stratégie nationale de promotion des exportations qui, je dois le rappeler, est donc axée sur essentiellement donc des produits agro-pastoraux. Il s'agit en l'occurrence de la mangue, du sésame, du karité, de l'oignon et aussi des filières pastorales telles que le bétail et la viande. Bien entendu, il y a des nouvelles filières aussi qui sont indiquées telles que l'anacarde qui connaissent aussi donc de pleins succès aussi à l'exportation. Plus d'une 50aine de personnes issues de plusieurs départements ministériels seront commises à cette tâche. Les 3 groupes de travail qui ont été installés ce jour ont 3 mois pour déposer leur rapport. Reportage signé Daouda Traoré et Yolande Lompo. La 8e édition du Salon de la tomate du Passoré s'est déroulée samedi dernier à Yako. Rendez-vous pour évoquer les difficultés de transformation et d'écoulement de la tomate, sans oublier les problèmes liés aux aléas climatiques et au manque d'organisation des producteurs. La réflexion a aussi eu lieu sur la gestion durable des aménagements hydro-agricoles. Reportage Irénée Kaboré, Herman Toé. Le salon de la tomate du Passoré continue de drainer les acteurs autour de la question d'épanouissement de cette spéculation. La 8e édition s'est penchée sur le rôle et la responsabilité des producteurs pour une gestion durable des aménagements hydro-agricoles. Notre problème, c'est les prix. On peut faire, ça ne marche pas, ça gâte. Souvent, la caisse vient 4 000 francs, la caisse. Or que caisse, ça peut coûter des petits seaux là, 20 seaux, soit 22 seaux. Conscient des problèmes qui minent la filière tomate, le gouvernement s'est engagé à accompagner les producteurs. Nous avons des actions en matière de transformation des usines qui vont permettre de transformer la tomate en pâte de tomate, en poudre de tomate et en tomates séchées. En attendant la concrétisation de ces promesses, certaines productrices ont déjà leur petite expérience en matière de transformation. Depuis qu'on a connu à faire la transformation, s'il n'y a pas assez de marché et puis les tomates veulent gâter, donc on prend pour faire le chassage pour pouvoir rattraper un peu de la perte. La région du Nord occupe le 2e rang national après le centre-nord dans la production de la tomate avec un chiffre d'affaires d'environ 450 millions de francs CFA par an. Ressource indispensable pour toute vie sur Terre, l'eau manque terriblement au marigot Oué de Bobo Dioulasso. Ce marigot, comme tout le monde sait, abrite les cellules sacrées de Sia et l'assèchement de la retenue d'eau menace dangereusement leur survie.
Les causes de cette situation sont dues à l'action de l'homme et au phénomène du changement climatique. Pour juguler l'action de l'homme, la mairie a décidé de prendre les choses par le bon bout. À Bobo Dioulasso, Hassan Gourabou et Karim Sissé. La situation du Margo Oué de Bobo Dioulasso devient de jour en jour inquiétante. On assiste impuissamment au dessèchement de ce cours d'eau. Un dessèchement dû non seulement au changement climatique, mais aussi à l'action de l'homme. Avant, ce coin regorgeait d'eau. Aussi, il n'y avait pas d'ensablement. Actuellement, tout a changé négativement et les poissons ne savent plus où donner de la tête. Ce cadre-là, et maintenant, les gens utilisent ça pour pouvoir venir verser des saletés. Donc, comme un dépotoir. Ça ne doit pas être cela. Et pourtant, ce Margo qui aujourd'hui agonise renferme un patrimoine culturel, à savoir les cellules sacrées de Bobo. Des poissons qui sont même l'emblème de la commune. La ville de Bobo Dioulasso, à travers son esprit, son âme, sa vision, elle doit tout cela à ces poissons sacrés. À l'époque, l'équipe de Bobo même portait le nom des cellules. Et les cellules sont sacrées. C'est ancré dans notre tradition et c'est important pour nous. Une situation préoccupante pour la mairie. Et des actions sont en vue pour préserver ce cours d'eau et ces poissons sacrés. On envisage d'organiser effectivement une journée de salubrité pour les Margo Oué seulement. Et nous avons commencé les rencontres. Avant-hier seulement, le maire a reçu les coutumiers qui ont donné la bénédiction, qui ont donné l'ordre, la possibilité qu'on puisse faire ce travail. D'ores et déjà, la commune pourrait compter sur les pépiniéristes, eux qui vivent du Margo Oué. À chaque fois qu'il y a problème d'eau, nous on essaie de désensabler avec nos propres moyens. Mais des fois, on est beaucoup limité vu le tas d'ordures. Sans ce marigot, nous ne serons pas là à mener des activités ici. Donc, il serait intéressant de trouver des solutions pour le sauver. Pour les riverains, il faut qu'il y ait des bacs à ordures en plus de ces actions de sauvegarde. C'est à ce prix qu'ils pourront ensemble sauver le Margo Oué et ses silures. Après Ségou, c'est Bamako qui accueille les journées culturelles du Burkina au Mali. Manifestation pour mettre sous les feux des projecteurs un pan de la culture des deux pays. Dans le cadre de ces journées, les ministres maliens et burkinabés de la culture ont effectué une visite au village de la Fraternité, sis au palais de la culture Amadou Hampâté Bah, un village qui abrite des expositions de produits culturels et artisanaux des deux pays. Reportage Martin Zerbo, Mireille Carole Tougma. Les ministres de la culture du Mali et du Burkina font leur entrée au village Balimaya ou Fraternité en langue djoula. Mis en place durant ces journées culturelles du Burkina au Mali, on y trouve des objets représentatifs de la culture des deux pays. C'est un grand bonheur pour nous de voir qu'aujourd'hui la culture, plus que jamais, est devenue un moteur de développement économique, un moteur de croissance tout court. Donc à travers la culture, tout est possible. Et nous avons justement l'artisanat, le savoir-faire des deux pays. Mais au-delà, nous avons également des échanges fructueux entre les opérateurs économiques burkinabés et maliens. D'où la nécessité de promouvoir les produits culturels et artistiques. C'est une interpellation parce qu'il ne suffit pas de créer, mais il faut créer les conditions d'une valorisation, les conditions d'une relance des activités. Et c'est ce qui va certainement retenir l'attention à l'issue de ces présentes journées culturelles entre le Mali et le Burkina Faso. Le patrimoine culturel, c'est aussi l'art culinaire. À cet effet, le Babenda, le Zamné et le Moukolro étaient également au rendez-vous à Balimaya. Et les visiteurs du jour ont loué la qualité de ces mets locaux burkinabés. Bon appétit. Conférence publique donnée à Ouagadougou par le cheikh Abdoulaziz Soré. Elle a porté sur les comportements à adopter pour une cohabitation interreligieuse harmonieuse. Les fidèles musulmans se sont déplacés en grand nombre au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à Ouagadougou pour vivre ces instants de partage. Reportage Mounir Akere. Le stade municipal Issoufou Joseph Konombo plein à craquer, il est 22h.
Des milliers de fidèles musulmans sont là pour écouter le message de El Cheikh Abdul Aziz Souré. Au cœur de son prêche, la cohabitation interreligieuse. Nous devons faire la paix. Peu importe nos divergences religieuses, nous devons condamner avec la même voix tout acte de division. C'est ce qui garantira le bonheur dans notre pays. Et selon le Cheikh Souré, la cohabitation interreligieuse passe par 11 types de comportements, des comportements que chacun devrait adopter au-delà des divergences de croyances pour un monde meilleur. Venus de toutes les régions du pays, du Mali et de la Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans disent repartir enrichis des enseignements du Cheikh. Ce que nous avons retenu de son prêche, c'est ses conseils et son éducation en matière de respect des enfants envers les parents, et de la cohabitation interreligieuse et du pardon qu'il a beaucoup prôné à travers les fils et filles du Burkina Faso. S'il pouvait faire ça chaque fois, même si c'est 2 fois dans l'année, en tout cas ça fera plaisir aux gens. Ça donne des conseils et ça pousse les enfants aussi à suivre la religion. La conférence a pris fin au petit matin avec une séance de bénédiction. Religion toujours, l'église famille du Burkina et du Niger célèbre du 3 au 6 mai prochain le jubilé de 75 ans de sacerdoce. L'événement prévu à Ouagadougou réunira plus de 600 prêtres des diocèses des 2 pays. Prières et colloques vont marquer ce rendez-vous placé autour du thème 75 ans de grâce, prêtres du Burkina et du Niger dans la communion, jubilons et avançons au large. Césaire Carrefour, Arunamare. Le cardinal Paul Zungrana, Zachary Nkiema et Joseph Ouedraogo sont les premiers chrétiens ordonnés prêtres au Burkina Faso en 1942 avec l'arrivée des premiers missionnaires européens. Entre 1942 et 2017, cela fait donc 75 ans que l'église burkinabé propage la bonne nouvelle. Hommes de l'église et fidèles chrétiens se donnent rendez-vous à Ouagadougou du 3 au 6 mai prochain sous le signe de l'unité pour marquer ce jubilé d'Albâtre. La communion d'abord avec Dieu, la communion entre les prêtres et les évêques entre eux, entre les prêtres et les évêques, et la communion entre les prêtres et la communion entre les prêtres et les laïcs. En 2016, le nombre de prêtres au Burkina Faso a dépassé le millier. L'événement est donc une période d'introspection pour l'Église. Plusieurs activités sont initiées dans ce sens. Nous allons réfléchir à notre être de prêtre, à notre vie de prêtre, à notre ministère de prêtre. Et bien sûr, en tant que prêtre, nous aurons des célébrations, donc des messes, des temps d'adoration, de confession, des temps de prière pour tous ceux qui sont intéressés. Et essentiellement, la grande messe qui aura lieu le samedi 6 mai à partir de 9h à Yagma. En marge de cette célébration, une exposition sur les trésors de l'Église figure en bonne place. Plus de 600 prêtres issus des diocèses du Burkina et du Niger sont invités à ce rendez-vous. La majeure partie des festivités est prévue au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. L'opposition vénézuélienne prévoit de nouvelles manifestations demain dans tout le pays pour exiger la tenue d'élections. 3 mois supplémentaires ont été enregistrés hier, portant à 24 le nombre de décès depuis le début des mouvements de contestation du pouvoir de Nicolas Maduro il y a 1 mois. Le président Maduro semble vouloir lâcher du lest puisqu'il a proposé d'organiser des élections locales. 3 morts supplémentaires hier lors des manifestations contre le président vénézuélien. Au total, depuis 3 semaines, au moins 24 personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées durant le mouvement qui appelle à la destitution de Nicolas Maduro. Le mouvement avait pourtant commencé dans le calme lundi avec un immense sit-in visant à bloquer l'accès à la capitale, Caracas. Le chef de l'État a beau promettre des élections locales et régionales à la fin de l'année, c'est insuffisant pour ses opposants au chavisme qui réclament la destitution de Maduro. L'opposition appelle à une nouvelle manifestation monstre demain. On est fatigué, explique cette manifestante. Tous les jeunes fuient le pays parce qu'ici il n'y a plus de futur. On ne veut plus de violence, plus de morts parce que ce régime est criminel.
On veut sortir de ça et la seule façon, c'est de manifester pacifiquement. De son côté, le président vénézuélien affirme vouloir reprendre le dialogue avec l'opposition qui a remporté les législatives de 2015. Mais dans les faits, il semble préférer jouer au baseball avec les siens. La conférence de presse du procureur du Faso sur l'arrestation du PDG de Canis et de Simfaso bat la une de tous les quotidiens de ce mardi. Les journaux ont le temps de commenter encore l'élection présidentielle en France. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiré. L'arrestation du PDG de Simfaso fait des gorges chaudes au sein de la population, informent les parutions de ce jour. Certaines associations de commerçants ont exprimé leur mécontentement et leur incompréhension ce 24 avril par une marche écrite aujourd'hui au Faso et exigent sa libération immédiate, poursuit l'observateur Palga. Mais qu'est-ce qui est reproché au PDG de Simfaso? Réponse de la procureure du Faso à travers une conférence de presse: fraude fiscale, vente de ciment avarié, blanchiment de capitaux, usage frauduleux de numéros UFU, voilà ce qui lui est reproché, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Et dans cette affaire, les arrestations se poursuivent avec celles de 2 de ses directeurs généraux, de son assistante et de 2 transitaires, poursuit ce journal. Retour sur la présidentielle en France et les quotidiens de ce jour analysent ce second tour à venir entre Macron et Le Pen. Le pays justifie le rejet des Français de la gauche et de la droite par les guéguerres au sein de ces 2 partis qui ont profité à leurs adversaires. Qui remportera le second tour, interroge les quotidiens. Faut-il craindre le scénario américain? Questionne Sidoya. Même si les 2 camps sont confiants, analysent les journaux, une chose est sûre, estime Sidoya, que ce soit Macron ou Le Pen, cette élection constitue une leçon de démocratie pour la France, ébranlée jusque dans ses fondements par l'absence de la droite et de la gauche qui ont façonné depuis 60 ans la vie politique française. Ce changement est-il un signe du temps ou la fin d'une époque, interroge le pays. Merci d'avoir suivi le journal qui se referme. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.